très heureux de votre ami téléspectateur dans le cadre de cette dernière édition de la semaine d'appel sur le continent, édition qui a d'ailleurs lieu au moment où le Cameroun célèbre le cinquantenaire de l'État unitaire. Eh bien, on se rappelle effectivement que c'était en 20 mai 1972 que les Camerounais, lors d'un référendum constitutionnel, avaient donc décidé de revoir la forme de l'État, quittant donc d'un État fédéral, celui occidental, mais justement d'un État fédéral qui a donc migré pour un État unitaire 50 ans après. Que de chemins parcourus, mais surtout des combats menés sur le terrain le théâtre des opérations. J'y arrive, plusieurs mouvements, plusieurs soubresauts qui ont donc effectivement secoué cet État de l'Afrique centrale. Le tout récent, c'est donc les mouvements sécessionnistes indépendantistes de l'État virtuel de l'Ambazonie qui voudraient donc en tout cas une sécession de la partie dite anglophone du Cameroun. N'eût été donc la vigilance, mais surtout la vaillance des forces armées du côté du Cameroun, que le pays aurait donc très certainement subi quelques fractions de son territoire. C'est donc à juste titre d'ailleurs que le thème retenu pour ce cinquantenaire de la célébration de l'État unitaire, donc qui est d'ailleurs, je cite, force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun, a d'ailleurs été retenu dans le cadre de cette célébration du cinquantenaire de l'État unitaire du côté du Cameroun. Eh bien, 50 ans de l'État unitaire, on en parle puisque des interrogations restent et demeurent au regard d'un certain nombre d'événements qui ont donc émaillé la vie politique, la vie sociétale du Cameroun pendant ces 50 dernières années. Eh bien, des thèmes ou alors des terminologies comme le vivre ensemble ont d'ailleurs eu tout le sens, ce qui laisse véritablement croire que cet État unitaire a quelque peu été véritablement sécu. On en parle dans le cadre de cette émission avec vous, Henri Atangana Medou. Vous nous retrouvez depuis la Belgique. Je rappelle, vous êtes expert en questions de sécurité militaire. Merci infiniment de nous retrouver. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à M. Bandakane qui va arriver. Comme toujours, je suis ravi d'être avec Afrique Media. Je suis expert en microélectronique, mais spécialisé en électronique militaire. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le monde militaire et donc de la sécurité militaire. Mais je suis à la base ingénieur en microélectronique. Très bien. Bonjour, voilà, je suis ravi d'être d'un autre. Je ne sais pas si je dois lancer mes premiers jets parce que le sujet est très très intéressant ce soir. Ce sujet-là, qui est un sujet que notre histoire avait éludé, que notre histoire a voulu reconstruire, que notre histoire a voulu réécrire, quoique nos véritables manuels d'histoire ne reprenaient pas correctement le sujet. C'est donc un sujet, à mon avis, sensible. C'est un sujet important d'ailleurs. Pendant votre introduction, vous avez parlé des mots qu'on retrouve comme le vivre ensemble, comme s'il fallait, au-delà de la réunification, de l'unification, cultiver un vivre ensemble. Le sujet est très très important parce que beaucoup de Camerounais, j'ai entendu une émission ce matin où certains présentateurs disaient que le 20 mai ne présentait pas forcément une réalité palpable pour eux. On va en reparler. J'ai quand même envie de leur demander si le 1er janvier 1960 présente une réalité palpable pour eux. En fait, notre État d'ancienne colonie, pour passer normalement à un État indépendant, cet État-là, cet État de fait, a rendu notre réalité un peu moins évidente qu'on ne peut penser, un peu moins pratique, palpable. Faut-il rappeler qu'en 1960, pour pousser un peu dans le sujet, il y a à peu près 99%, en Belgique nous disons 99%, de Camerounais qui sont analphabètes. Alors, quand vous parlez à ce moment-là à des populations d'indépendance et qu'on leur apprend aussi que l'indépendance veut dire appartenir à un État, alors que la notion même d'État est nouvelle dans le monde. Je rappelle en passant que la notion d'État est nouvelle dans le monde. Hein. Elle commence avec la SDN, la Société des Nations, dont on connaît l'échec, pour en arriver à aujourd'hui l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui implémente juridiquement la notion d'État. Beaucoup de gens semblent souvent l'oublier.
Imaginez alors quelques instants qu'on lui parlait à ce moment aux populations, même pas seulement, c'est pas subjonctif, parce qu'on leur a vraiment parlé d'une réalité dans laquelle ils allaient rentrer, mais qu'ils maîtrisaient peu. Je crois qu'on va revenir sur tous ces sujets. Je vous laisse déjà prendre l'embrayage de l'émission, parce que nous sommes juste au début. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vous laisse votre rôle qui est de piloter l'émission. Alors, il fallait déjà réussir le pari, je crois que c'est par là qu'on entrera de l'organisation de ce défilé qui, on vous a suivi tout à l'heure dans vos propos liminaires, pour beaucoup ne représente rien, mais pour l'expression de l'État Cameroun, c'était quand même un grand défi de réussir l'organisation. Le contexte, on le connaît. Menacé l'année dernière parce que coronavirus y était. Cette année, il y a eu des supputations autour de l'organisation ou non de cette cérémonie. Mais le chef de l'État a tenu dur comme fer à réussir le pari de l'organisation de ce défilé qui est quand même particulier puisqu'il coïncide, j'y arrive, passez-moi l'expression, avec la célébration de ce cinquantenaire de l'État unitaire du Cameroun dans un contexte assez particulier où on a, et je l'ai dit dans les propos liminaires, beaucoup de clivages. On l'a vu la dernière élection présidentielle. On a vu un quelconque repli identitaire qui venait véritablement briser et un tout petit peu cet état de choses évoquant l'État unitaire. Et donc, on parlera de tout cela dans le cadre de cette émission, puisque vous êtes à nos côtés. Déjà, très cher Medou, il fallait déjà réussir, je l'ai dit, le pari d'organisation de ce cinquantenaire déjà. Oui, il fallait le réussir. Ce n'est pas donné. Vous avez évoqué coronavirus, mais on peut évoquer Boko Haram, qui n'est pas encore totalement maîtrisé, même s'il n'en reste que des soubresauts. N'oubliez pas que nous avons à l'est du Cameroun la Séléka, ou alors les réminiscences de ce qui se passe en République centrafricaine. On ne va pas rentrer dans les détails. Heureusement que là-bas, la Russie est allée au secours, a volé au secours de la République centrafricaine à notre frontière est. Au-delà de tout ça, n'oubliez pas que nous avons le pseudo-problème anglophone. Alors là, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. L'organisation était donc à beaucoup d'égards difficile. L'organisation, la réussite même, était pas évident à cause de ces troubles, à cause de la réalité du coronavirus, à cause de cette instabilité. Voilà. Donc c'était vraiment, il faut commencer par applaudir la réussite de cet événement, la présence du chef d'État qui a voulu montrer qu'il est encore aux commandes. Ça m'a fait beaucoup plaisir de regarder le défilé et de savoir qu'il devait être là, présent, pour montrer qu'il est là. Je l'aime bien. C'est un très bon joueur d'échecs, le chef de l'État, M. Biya. C'est un Poutine. Parce que lui, il sait faire croire aux gens qu'ils ont beaucoup plus d'armes contre lui qu'ils n'en ont réellement. On ne l'attendait pas là. On le dit fatigué. Mais ça fait 20 ans qu'on le dit fatigué et mort. Mais il est toujours là. Et j'aime ça chez lui, cette façon de tromper l'observateur, en tout cas, les mal intentionnés sur ses capacités. C'est très, très, très intelligent. Bravo pour la réussite de cet événement. C'est à saluer. On va évoquer avec vous le thème retenu d'ailleurs pour cette célébration-là, mais il y a davantage ce concept qui est quand même tout à fait particulier et j'ai envie de dire même singulier au Cameroun, c'est l'expression de ce défilé jumelé du militaire quand même au civil qui donne un sens beaucoup plus approfondi au concept armée-nation qui fait quand même partie, je veux dire, de l'un des piliers sur lesquels s'appuie le gouvernement camerounais revendiqué le chef de l'État pour conduire véritablement cet état de choses, puisque nous évoquons d'ailleurs l'État unitaire et le thème, on l'a d'ailleurs dit, force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation
de la paix sociale, de l'émergence du Cameroun. Alors quand on a dit cela, il faut dire que ce n'est pas un thème qui est venu fortuit, c'est au regard véritablement des missions qui leur sont vouées, mais aussi au regard de l'historicité des actions menées. On va peut-être tout à l'heure répertorier, et vous avez bien fait de rentrer là-dessus, très cher Medou, sur les différents théâtres d'opération sur lesquels l'armée camerounaise est régulièrement sollicitée. Oui, l'armée, avec ce nouveau concept qui est camerounais, c'est armée et public, parce qu'on en a eu besoin. Nous avons une armée qui est jeune, qui est en 1960. Nous avons une armée qui hérite du fardeau colonial, c'est-à-dire que le colon ne voulait pas qu'on ait vraiment une armée. Et il nous a proposé des contrats, de façon à ce qu'on ait besoin de lui. Autant vous dire que quand vous avez besoin de quelqu'un pour vous défendre, vous n'êtes pas libre, parce que c'est lui qui assure votre défense, il assure votre défense contre les autres et aussi contre vous-même. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les accords coloniaux n'avaient aucun autre but que de nous mettre dans l'incapacité de nous défendre. Mais ce n'est pas nous défendre contre les terroristes, mais c'est nous défendre contre l'ancien colon de façon à ce qu'on ne puisse pas regimber, de façon à ce qu'on lui soit toujours soumis. C'est ça les accords de défense. Nous enlever la souveraineté militaire, nous enlever la possibilité de dire non, non au franc CFA. Les bases militaires là, partout où il y a les bases militaires, le but c'est attraper l'économie. Il n'y a pas de base militaire autrement. Or, nous avons besoin d'assurer l'intégrité de notre territoire et pouvoir faire des choix économiques. Très important, parce que c'est ça qui est en fait la conséquence du développement. Donc, globalement, cette façon de repenser l'armée entre un travail entre l'armée et les civils, ça nous a permis d'être efficaces en une courte période de temps. L'armée, le civil. Et j'applaudis aussi l'aspect technologique que le chef d'État-major de l'armée camerounaise, avec un aspect technologique très très élevé et des équipements de pointe. Alors, pardon, on va continuer davantage de scruter cette actualité. Alors, tout à l'heure, on a évoqué justement cette thématique qui a été retenue pour ce cinquantenaire-là. Est-ce à dire, entre les lignes, et si on veut véritablement transcender cette thématique, très cher Medou Atagna, que le fait de garder davantage, ou alors de défendre au mieux cet État unitaire est du fait l'action seule de l'armée camerounaise? Ah, justement, ça ne peut pas être l'action seule de l'armée camerounaise, parce que l'armée, c'est l'autre émanation de nous. C'est une partie de notre souveraineté. Et ce n'est même pas l'armée qui doit défendre notre unité. L'armée empêche autrui de prendre un centimètre de notre territoire. Mais l'unité nationale, c'est encore autre chose. L'unité nationale, c'est le nous face à nous-mêmes. Et vous avez vu que dans certains cas, on a besoin de l'armée. C'est le cas du Nozo. On a besoin de l'armée parce que la police n'avait pas les moyens de faire face. Parce que la gendarmerie n'avait pas les moyens de faire face. Mais ce n'est pas le rôle premier de l'armée. L'armée s'est retrouvée avec des gens plus armés. Ce n'est plus des civils. Les ambassadeurs ne sont plus des civils. On est donc obligé d'avoir une armée qui essaie de protéger les civils contre certains civils. Mais ce n'est pas son rôle premier. C'est pas son rôle premier. Pour répondre à la question, le rôle de l'armée n'est pas celui-là. Même si de façon exceptionnelle, il a fallu qu'il y ait l'armée au Nozo. Ça, il faut le préciser. Mais c'est pas le rôle de l'armée. La sécurité intérieure du Cameroun n'est pas du ressort de l'armée. En revanche, comment aurait-on fait pour faire une fête nationale si on avait été, tant qu'on est attaqué par la CDK à l'Est? Comment aurait-on fait pour fêter en paix, en toute quiétude, ne serait-ce que partielle, si on est attaqué par Boko Haram au nord? Vous voyez donc que l'armée, même si son rôle n'est pas d'établir l'unité nationale, mais son rôle nous permet d'avoir une sécurité pour pouvoir faire le reste. Pour le reste, si on n'a pas de sécurité dans nos frontières, on ne peut pas organiser une fête de l'unification avec des bombes qui explosent à Yaoundé.
venant de la CDK ou venant de Boko Haram. Mais ça, c'est la posture géopolitique de la chose. Mais il y a aussi l'armée en Amazonie, ce n'est pas le rôle de l'armée d'être là, mais les Amazoniens ont pris les armes. Ce ne sont donc plus des civils. Ils ne peuvent donc plus être maîtrisés par une police ou par la gendarmerie. On a donc envoyé l'armée. Dans ce sens, oui, on a besoin de l'armée pour maintenir l'unité nationale. Mais le rôle de l'armée, c'est d'abord l'intégrité du territoire. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Amazonie le prouve. L'Amazonie, c'est quoi? C'est des gens qui estiment qu'ils ne sont pas à l'aise au Cameroun, soit. Mais au lieu de quitter le Cameroun, ils veulent quitter le Cameroun avec un morceau du territoire camerounais. Au nom de quoi? La question, c'est au nom de quoi? Au nom de quoi, si par exemple vous êtes Boulou et Ton, vous décidez que vous n'êtes pas bien au Cameroun et que vous voulez aller au Gabon, c'est un peu comme s'il y a des Boulous qui veulent traverser pour aller en Guinée équatoriale, ils disent ok d'accord, mais on part avec notre territoire Boulou. Vous voyez un peu l'ambiguïté, le problème qu'on ne soulève jamais dans le problème amazonien. Donc, on a donc besoin de l'armée pour pouvoir fêter, en tout cas dans les circonstances actuelles. Mais s'il n'y avait pas ces circonstances exceptionnelles, on n'aurait pas besoin de l'armée pour célébrer ou pour raffermir les liens entre Camerounais dans le sens de l'unité du Cameroun. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Alors, peut-être c'est même peut-être par là que l'on devrait commencer pour avoir votre regard, le regard que vous faites du chemin parcouru depuis 1972 jusqu'à nos jours sur la marche progressive, ça il faut quand même l'avouer, vers la consolidation de l'État unitaire du Cameroun. Quel regard faites-vous et jetez-vous aujourd'hui sur tout ce chemin parcouru jusqu'aujourd'hui, très cher Medou Atangna? Voilà, on commence en 1972. Pourquoi on commence en 1972? Parce que jusque-là, il faut le rappeler, le Cameroun était fédéral. Tout à fait, ouais. Très bien. Donc on va d'un pays fédéral, c'est fait de deux entités fédérées, pour en arriver en État unitaire. Très bien. Mais avant ça, on est obligé de se demander comment on en est arrivé à un pays fédéral. On est obligé de retourner un tout petit peu dans l'histoire. J'espère que je ne vais pas ennuyer certains, ceux qui connaissent déjà cette histoire. Mais il faut quand même rappeler cette histoire-là. En 1960, on veut les indépendances. Et à ce moment, je vais faire court, j'essaie de résumer, c'est pour ça que je dis en 1960. Alors, un peu avant, on veut les indépendances. On se bat contre les colons. Je dis les colons au pluriel parce qu'il y avait les colons britanniques et les colons anglais. Mais comment on en est arrivé à avoir ce type de colonisation? Il faut rappeler aux uns et aux autres, beaucoup ne savent pas que le Cameroun était une colonie allemande. Commencez par le dire. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, dans le monde, on se dit plus jamais ça. On crée la SDN, la Société des Nations. En même temps, nous, les Africains, veulent sortir de la colonisation parce qu'on n'était pas des États au vu des autres. On veut donc sortir de cet état de colon. Je rappelle aux autres que la colonisation était l'esclavage en Afrique. C'est-à-dire qu'après la traite négrière, on allait chercher les Africains pour aller travailler dans les Amériques, de façon générale. Le commerce triangulaire, tout le monde s'en souvient. Il y a beaucoup de morts, ça demande beaucoup d'énergie. Ils se disent, mais pourquoi les amener faire les plantations de coton? On va aller chez eux, les prendre chez eux, les faire esclaves chez eux. Ne vous leurrez pas. C'est ça le sens de la colonisation. Je vous mets en esclavage chez vous. Quand j'ai rappelé tout ça, dans la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, le Cameroun est allemand. Une colonie allemande. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et la sanction que les Alliés à ce moment vont faire à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne perd les colonies. Les colonies deviennent donc libres. Très bien. Comme les libres, non. Évidemment, les Alliés vont se jeter sur le gâteau. C'est parce qu'ils vont se jeter sur le gâteau, il faut bien savoir, c'est les colonies qui ont construit l'Europe. Donc il y aura les Français qui vont arriver au Cameroun allemand, une ligne de démarcation française. D'abord, je vais expliquer aux gens comment il y a eu une ligne au Cameroun qui a divisé le Cameroun en les
3/4 francophones et 1/4 anglophones. Donc, les bases françaises et les Britanniques vont encercler l'armée allemande au Cameroun. Donc, cette ligne de démarcation, c'est la ligne entre les bases militaires, les forces allemandes et les forces britanniques. Chacun occupe le terrain en sachant qu'après, il va récupérer le territoire. Il faut que les gens comprennent ça. Si les gens ne comprennent pas ça, on commence à penser qu'anglophone ou francophone est une ethnie. Ce n'est pas des ethnies. Il y avait des ethnies là. Donc c'est cette ligne où l'armée britannique et l'armée allemande vont prendre en tenaille les Allemands que va se former alors la ligne britannique et française. Vous allez me dire, hey, le Cameroun était beaucoup plus grand que ça. Et alors, je veux préciser aux gens que la France va estimer que les Britanniques ont pris un gros morceau. Je vais préciser aux gens que c'est les Français et les Britanniques qui vont négocier. Les Français veulent récupérer une partie du morceau pris par les Britanniques. Les gens ne savent pas tout ça. Parce que le théâtre qu'on nous fait, ça ne correspond pas à ce qui se passait à l'international. Et alors, les Français vont obtenir de retrocéder une partie. Parce que toute l'autre partie du Cameroun est encore au Nigeria aujourd'hui. Tout le Cameroun n'a pas été retrocédé. Donc, la partie qu'on a retrocédée, que les Britanniques ont accepté de retrocéder aux Français. Je dis bien, les Britanniques retrocèdent aux Français. C'est cette partie qu'on appelle la partie anglophone d'aujourd'hui. Et évidemment, on va faire tout ce que vous savez, leur demander s'ils veulent rejoindre le Cameroun francophone dans un... ils vont dire oui, vous connaissez toute l'histoire. On va donc créer, je fais court évidemment, on va donc créer un Cameroun avec une entité anglophone, parce qu'elle est restée anglophone de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, et une entité qui est devenue francophone de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, qui vont devenir maintenant un État fédéral. Je dis bien que nous ne sommes restés anglophones, francophones que de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre partie du Cameroun n'est restée anglophone que de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, moins de l'espace d'une vie humaine. Alors quand les gens me parlent d'identité britannique, ils sont en négation d'eux-mêmes. Voilà ce qu'on ne dit pas aux gens. Alors, on en arrive alors, comme l'émission, si on voulait faire l'émission et l'histoire, l'émission nous prendrait 2 jours. C'est d'ailleurs, vous avez constaté que j'essaie de ramasser ça dans des résumés intelligibles. À partir de là, à partir de ça, on fait donc le Cameroun fédéral, avec la partie que les Britanniques retrocèdent à la France. Je pèse mes mots. Pas au Cameroun, à la France. Et après, on veut l'indépendance. Oumniobé va dire, non, nous, on veut tout le Cameroun. Avant de passer à l'indépendance. Parce qu'ils voyaient très bien que ce genre de choses peuvent arriver. Je vais dire aux gens ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ahidjo ne voulait pas la partie britannique. Quand John Gufoncha va faire la campagne pour militer que la partie anglophone revienne dans la partie francophone, Ahidjo va refuser de financer cette campagne, qui avait été d'ailleurs financée par Paul Sopo-Prezo, le premier président de l'Assemblée territoriale du Cameroun. Parce qu'il y a eu 3 assemblées, l'Assemblée représentative, territoriale et législative. Et André-Marie Mbida va être le premier ministre du Cameroun et chef de l'Assemblée législative avant les indépendances. Ahidjo, pourquoi il n'en veut pas? Parce qu'il se dit que ces gens qui sont bantous, parce qu'ils n'ont été anglophones que pendant un moment, on est tous des bantous, ne vont voter pour Paul Sopo-Prezo, qui se voyait premier chef d'État du Cameroun. C'est logique. Il était le premier président de l'Assemblée territoriale du Cameroun. Et il va traîner les pas. C'est pour ça qu'Ahidjo, en traînant les pas, il va dire à John Gufoncha, ok, d'accord, prenons le fédéralisme, on verra après. Voilà où ça nous a mené. Voilà où ça nous a mené. Des tensions linguistiques pour les gens qui n'ont été anglophones que pendant moins de l'espace d'une vie humaine. Pour des gens qui n'ont été francophones que pendant moins de l'espace d'une vie. Maintenant, on était tous germanophones. La moitié des gens ne savent pas ça. Ils se créent des identités anglophones, francophones. Qu'est-ce que ça peut bien avoir?
Et au-delà, alors, vont s'asseoir des réalités tribales. Il faut être crétin. Moi, ce qui m'amuse, c'est les Africains en Europe qui luttent contre le racisme. Dès qu'ils arrivent au Cameroun, ils deviennent de parfaits tribalistes. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Comment on peut lutter contre le racisme en France ou en Belgique? Mais dès qu'on arrive au Cameroun, on devient tribaliste. Et notre histoire ne nous a pas été racontée. Elle n'est pas dans nos livres d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle on a donc eu ce chemin jusqu'en 1972. Le fédéralisme, et puis il était prévu qu'on aille vers l'unité. On ne dit pas ça assez. C'est Aïdjo qui dit, pour l'instant, on voit. Et puis on verra où ça nous met. Mais le projet était d'aller vers le fédéral, était d'aller vers le Cameroun uni. Voilà donc le projet. Malheureusement, il s'est passé concrètement, parce que moi je ne veux pas être théorique, il s'est passé concrètement des luttes pour les positionnements au pouvoir. Ces luttes pour les positions ont fait que les gens évoquent la tribu. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui quand on parle de la réunification du Cameroun. Vous avez vous-même évoqué les dernières élections présidentielles. Tout à fait. Ces élections présidentielles, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec le côté anglophone? Les replis identitaires sont nés. Les soi-disant, les Camerounais soi-disant élites revendiquent des postes au nom de la tribu. Alors, remettant... Medou, si je comprends très bien, pour vous, l'héritage colonial jusqu'ici n'a pas véritablement empiété sur, je veux dire, la valeur unitaire, du moins comme le veut le chef de l'État dans sa forme unitaire de l'État. Donc, vous semblez bien nous dire que l'héritage colonial n'a véritablement pas trop empiété, mais c'est davantage les appétits des uns et des autres aujourd'hui qui bousculent davantage la mise en place de cet État unitaire au Cameroun. Il y a les deux. Le colon va exacerber parce qu'on se bat pour les indépendances. Il va créer les problèmes pour dire que non, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. On a vu ça partout, même au Rwanda. On a expliqué aux Tutsis qu'ils étaient beaucoup plus fins, ils étaient donc beaucoup plus intelligents, malgré le fait qu'ils sont militaires que les Bantous. Et on est arrivé au Cameroun, on a commencé à chercher dans des tribus des spécificités, on ne sait même pas d'où elles viennent. Je ne sais pas d'où les spécificités d'où elles viennent. Oui, à l'ouest, les gens seraient commerçants. Tiens. Vous me retrouvez le commerce, il y a eu le commerce dans toute l'Afrique avant, mais il n'y avait pas une spécificité de commerçant. Mais il est clair qu'après les indépendances, il y a eu un peu d'argent parce qu'il y a... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être clair de ce qui s'est passé à l'Ouest quand on parle de commerçants. C'est-à-dire que Aïdjo, qui veut en finir avec l'UPC, je dis bien l'UPC, on confond souvent l'UPC et Ernest Wandier. Les UPC, c'était tous les Camerounais. Et il y a eu les UP6 de la Sénégal maritime qu'on a exterminés. Les gens oublient souvent qu'il y a eu des UP6 à Djoum, chez les Boulous. Les gens oublient souvent qu'il y a eu des UP6 et il y a eu un front de Molundu à l'est du Cameroun. Le front de l'ouest est le dernier. Et les gens confondent souvent l'UPC. Soit on pense que ce sont des Bassa, soit on pense que ce sont les Bulgares de l'ouest. Non, c'est parce qu'à l'époque, on vivait de façon homogène du point de vue tribal dans des territoires. Mais l'UPC existait à Djoum, à l'est. Voilà. Donc, il y a eu le colon qui a profité parce qu'on se battait pour les indépendances pour nous séparer, diviser pour mieux régner, et il s'est assis sur les tribus. Ça, c'est une première chose. Et puis, après les indépendances, les élites camerounaises qui vont se battre pour prendre la place du colon et devenir des colons noirs, qui sont aujourd'hui des endocolons, qui sont aujourd'hui, dans les infos centrés, appellent des endocolons. Donc, il y a eu les deux. Une partie du colon et nous-mêmes dans des luttes fratricides pour la mangeoire. Ça, on ne peut pas le nier non plus. C'est-à-dire que nous, les intellectuels africains, au lieu d'apprendre aux gens que nous sommes les mêmes, et c'est le meilleur gage de force pour nous, comment vous allez faire si vous êtes dans une petite tribu indépendante? Le Nord, si le Nord n'appartenait pas à l'État camerounais, aurait été juste un petit État, Boko Haram aurait pris ça en une semaine.
S'il y avait eu un petit État à l'est de je ne sais pas quelle tribu, il y a les Bayas à l'est, mais vers la République centrafricaine, c'est d'autres tribus. La Sénégal aurait pris ça en 2 temps, 3 mouvements. On revient alors à ce que moi j'appelle souvent l'État-nation. L'État-nation n'est pas un État homogène du point de vue tribal. L'État-nation a ceci de grand, c'est qu'il transcende les tribus. C'est ça qu'on appelle un État-nation. Aucun État au monde n'est homogène du point de vue tribal. Aucun. Si vous en connaissez un seul, vous me le montrez. Voilà. Donc, il y a eu, en effet, le colon. Et puis, il y a eu, après les indépendances, au lieu que les intellectuels camerounais renforcent ça, ils se sont empressés d'occuper les postes. Et c'est ça qui crée ces ressentis. Ce sont des ressentis, hein. Les gens ont l'impression qu'il y a on pense même qu'il y a déjà une tribu qui gouverne et d'autres qui ne gouvernent pas. Parce que ce sont des laissés pour compte. Ah, c'est pas si je réponds à votre question. Sur les 2 points, l'impact du colon et l'impact des élites, des Camerounais eux-mêmes. Alors, ces dernières années, Medou, on a eu un véritable débat sur la forme de l'État du côté du Cameroun, après, du moins au lendemain de ce mouvement sécessionniste de l'État virtuel de l'Ambazonie. On a vu une sortie assez autoritaire du chef de l'État qui avait d'ailleurs déclaré bien avant l'ouverture de ce grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé qu'on débattra de tout sauf de la forme de l'État, et vous en avez justement souvenance, alors que beaucoup pensaient qu'il fallait véritablement que l'on revienne au fédéralisme beaucoup plus approfondi, parce que le vœu pieux à l'époque qu'avaient émis d'ailleurs plusieurs personnes sur l'arrivée de cet État unitaire, d'ailleurs qui avait pour but, je vais le citer, consolider l'unité nationale et d'accélérer le développement économique, social et culturel de la nation, n'a vraisemblablement pas atteint ses objectifs. Et donc, beaucoup pensaient qu'il fallait redébattre sur la forme de l'État pour permettre, non pas la concentration des richesses, mais surtout permettre une véritable répartition des fruits de la croissance à travers le territoire camerounais. Est-ce que pour vous, ce débat-là est véritablement dépassé ou alors il a lieu d'être? Oui, la première chose, c'est qu'il faut bien savoir ce dont on parle. Je m'entends parler de forme de l'État pour résoudre un problème. Alors, les mathématiciens disent souvent, quand j'ai un algorithme pour résoudre un problème, je dois aussi démontrer que cet algorithme est convergent. Ça veut dire que mon algorithme, ma méthode, va arriver au résultat escompté. Comment vous faites pour démontrer que c'est la forme d'État qui va résoudre tous les mots dont vous parlez? Il n'y a aucune preuve de ça. Et les gens disent, mais tiens, ça n'a pas marché, alors c'est la forme de l'État. C'est une implication. Ça n'a pas marché, alors c'est la forme de l'État. En aucun moment, ils se disent, mais ça n'a pas marché, c'est peut-être nous-mêmes. C'est quand même évident de se dire, c'est pas forcément la forme de l'État. Et puis, même quelle que soit la forme de l'État, la forme de l'État a pour but d'organiser la gestion des ressources. Comme j'avais dit à certaines personnes, vous voulez décentraliser, c'était à l'époque de la décentralisation, donc moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, même si je respecte ce qui a été décidé. Décentraliser la forme de l'État, mais décentraliser la CPI. Décentraliser la CPI. Parce que vous aurez autant de détournements de fonds qu'il y en a eu dans l'État unitaire, mais éclaté. Parce que quand vous dites un État fédéral, ça veut dire qu'il y aura des entités fédérées qui seront autonomes. Très bien. Ceux qui en parlent, combien vous ont décrit leur autonomie? Parce que quand vous dites qu'une entité autonome, ça veut dire qu'elle a un ensemble de pouvoirs, et puis qu'il y a une entité fédérale vis-à-vis de laquelle vous allez céder une partie de pouvoir. C'est ça l'État fédéral. Si vous ne cédez pas une partie du pouvoir à l'État fédéral, ce n'est pas l'État fédéral, vous faites une sécession. S'il y a une autre façon de faire, vous me dites.
un ensemble fédéral, un État fédéral. À l'époque, il y a très peu d'États qui sont allés d'un État uni à un État fédéral. Là, dans la plupart des cas, les États fédérés, un État fédéral est constitué d'États qui étaient autonomes, qui ont décidé de partager des compétences. Voilà, c'est rarement le contraire. Et là, nous sommes en train de dire un État qui est uni, nous allons casser pour l'unir. Ça n'a pas de sens. Une fédération est d'abord des États autonomes qui disent telle des compétences, nous allons les partager, nous allons garder telle pour nous en entité fédérée. Tous ceux qui en parlent, personne ne vous a jamais décrit quelles seront ces compétences. Ils parlent d'une coquille vide. Si vous connaissez un seul de ceux qui parlent de fédéralisme, j'en ai discuté avec certains, qui vous a dit, bon, ok, voilà ma conception de l'État fédéral, vous me le montrez, qui viennent au débat. Quand il veut. Et je vous rappelle en passant que je réside en Belgique, je suis arrivé ici adolescent comme étudiant, et 30 ans de Belgique, je suis dans un État fédéral. Et je vois les effets de l'État fédéral. Et c'est tellement, demandé à Luc Michel, il vous dira, c'est tellement effiloché qu'il ne reste presque plus rien. Donc quand vous mettez le doigt dans l'engrenage du fédéralisme, attention, vous pouvez aller jusqu'à la sécession totale. Quand vous n'aurez plus de compétences à partager, pourquoi fédéralisme? Le fédéralisme veut dire, j'ai mis sur la table un ensemble de compétences à partager. Par exemple, l'armée. Mais ça veut dire que tout le monde, tout Camerounais doit dire, ok, tout le reste c'est moi. Mais l'armée doit appartenir à l'entité fédérale. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas retrouver le même problème? Qui sera le président de l'entité fédérale? Il y aura des ministres fédéraux et des ministres régionaux. Comment vous allez choisir ceux qui sont ministres à l'entité fédérale? 10 régions au Cameroun, 10 entités fédérées, multipliez le nombre de ministres du Cameroun par 10. Multipliez le nombre de députés par 10. Vous avez les budgets pour créer ça? Ceux qui en parlent sont des farceurs. C'est mon point de vue. Si quelqu'un n'est pas d'accord, invitez-le au débat. Vous avez quel budget pour organiser ce dont vous parlez? 10 États, avec 10 gouvernements, avec 10 parlements, avec 10 cours suprêmes. Mais attendez, ce sont des rigolos. Quelqu'un se lève et dit « Ah, je pense que le fédéralisme est bon. » Et il s'assoit, comme si le fédéralisme, c'est juste une phrase. Et aucun donnant un projet concret à lire, même de 50 pages. Quand je parle projet, je ne dis pas un essai. Un essai littéraire, ça veut dire un point de vue. Quand je parle d'un projet concret, le projet concret veut dire quoi? Ça veut dire que vous décrivez exactement la forme de l'État. Vous repensez sa constitution. Vous repensez les constitutions des États fédérés. Vous repensez les liens entre les entités fédérées et l'État fédéral. Il n'y a rien de concret. Quand ce sera concret, on pourra en discuter. Je ne dis pas que le débat n'a pas lieu d'être. On reste avec vous très attendant pour tenter de décrypter, de contourner davantage cette actualité donc, concernant le Cameroun. Et je reste davantage autour de cette forme de gouvernance, puisque la question de fond qui reste et qui demeure au Cameroun est celle de, on va le dire, on va se répéter, de la répartition des fruits de la croissance, puisque beaucoup pensent qu'il y a une hyper centralisation des choses et qui embête véritablement les Camerounais et tout. C'est invite d'ailleurs du chef de l'État à un vivre ensemble, et d'ailleurs beaucoup pensent qu'il n'y a pas de problème de vivre ensemble au Cameroun. C'est peut-être, passez-moi l'expression, le manger ensemble qui reste et demeure véritablement un souci. Mais à côté de cela, oui, on botte peut-être en touche l'idée d'un retour au fédéralisme. Le chef de l'État, d'ailleurs, dans la mise en place de ces différentes institutions qui devraient permettre de décongestionner un tout petit peu le pouvoir central de l'État, c'est
la décentralisation qui a été mise en place au lendemain de cette élection présidentielle. Après, on a eu les élections locales, on a eu la mise en place des conseils régionaux qui devraient désormais permettre à décongestionner un tout petit peu le pouvoir central. Mais d'où attendant, les inquiétudes restent et demeurent, les craintes aussi, les plaintes. On a pu finir sur le fait qu'on a l'impression que l'on tienne encore véritablement les manettes aujourd'hui du côté de Yaoundé, avec notamment la mise en place d'un ministère lié et dédié véritablement à l'administration, du moins à la décentralisation, ce qui pour beaucoup semble biaiser un tout petit peu la vision du chef de l'État. Bon, je suis tout à fait d'accord. D'abord, je vais préciser mon propos. Mon propos, je ne dis pas que la forme de l'État, on ne peut pas en parler. Je ne dis pas que le fédéralisme, on ne peut pas y arriver. Je ne dis pas que la décentralisation ne doit pas se faire. J'ai juste dit, présentons quelque chose de rationnel, quelque chose d'intellectuel. Ceci étant, la décentralisation, comme le fédéralisme d'ailleurs, ont des intérêts de rapprocher, ça a beaucoup d'intérêts, de rapprocher le citoyen de le gouverner du gouverneur. Ça, c'est en gros une grosse qualité de la décentralisation. D'ailleurs, je vais dire aux uns aux autres que tout ce qu'on peut faire dans un État fédéral, on peut le faire dans un État décentralisé. C'est juste une question de savoir quelles sont les compétences qu'on affecte et à quel niveau. Donc, que ce soit fédéral ou décentralisé, on peut arriver à la même chose. Très bien. Mais, les Camerounais ont choisi la décentralisation, je respecte le choix, mais il faut maintenant essayer d'organiser cette décentralisation. Et comme vous êtes en train de le dire vous-même, j'ai peur qu'on se retrouve encore dans les mêmes situations. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que le budget, c'est le manger ensemble qui est important. Voilà. Ça, c'est une façon simpliste de penser. Je vais d'abord la critiquer et je vais montrer ses avantages. Donc, je vais commencer par les critiques. Moi, je vous conseillerais à ces gens qui disent que c'est le manger ensemble qu'il nous faut. Moi, je vais leur dire, c'est le produire ensemble qu'il nous faut. C'est élargir le gâteau qu'il nous faut. C'est produire de l'énergie, produire de la plus-value, essayer de sortir de l'étau du néocolonialisme et comme ça, on pourra mieux partager ensemble. Et c'est justement le problème aujourd'hui. C'est justement le problème. J'avais entendu quelqu'un d'ailleurs dans une émission de télévision dire que tout le budget a été dit et que c'est une seule personne qui le gère sur un plateau de télévision. L'horreur. Un intellectuel qui ne sait pas que le budget du Cameroun se décide à l'Assemblée nationale et que chaque ministre va défendre son budget. Lui, il parle d'étudier. Voilà. Donc les gens sont, et comme je l'ai dit, en lutte de la mangeoire. Vous vous souvenez qu'au début de mon propos, je vous ai dit, ce qu'il s'est passé après les indépendances, c'est que nous, je me mets dedans, même si moi j'étais pas né, je suis pas, avant les j'étais pas encore. Mais les Camerounais sont allés à la course pour être les nouveaux colons à la peau noire et s'accaparer des choses. Si cette mentalité, vous ne la changez pas, décentralisez comme vous voulez, fédérer comme vous voulez, éclater comme vous voulez, ça va donner les mêmes résultats. Les gens se battent pour avoir des postes parce que ces postes-là leur rapportent de l'argent. Et ils ont oublié que l'argent de l'État, ce n'est rien d'autre que les impôts. Et pour qu'il y ait des impôts, il faut bien produire. Personne ne parle de production. Il parle du manger ensemble comme s'il y avait un robinet au ciel. Dès qu'on l'ouvre, les biens tombent sur le Cameroun. Donc les gens se battent pour être ceux qui vont s'accaparer des impôts des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens se battent pour être celui qui va s'accaparer et gérer les impôts des autres. Vous comprenez très bien que si on prend le budget du Cameroun, on divise par le nombre de Camerounais, ben ça va faire, je sais pas, 500 000 par an par personne. Si on donne à chacun ces 500 000, on ne va pas très loin. Qu'il les gens aient besoin de fédéralisme ou de décentralisation, d'accord, mais pour d'autres raisons que celle de dire « Ah oui, il y a un ensemble de personnes qui s'accaparent du budget de l'État ». C'est pas ça. Le véritable problème au Cameroun, c'est que la justice, qui devrait sanctionner ceux qui mettent l'argent de l'État dans leur poche, ne fonctionne pas. Et comme je le dis très très souvent depuis des années, il n'y a pas d'État sans État de droit.
Au lieu de demander que ceux qui mettent de l'argent dans leur poche soient sanctionnés, nous demandons d'aller aussi avoir notre place pour pouvoir mettre de l'argent dans nos poches. Je ne sais pas si vous trouvez ça cohérent. Si vous trouvez ça cohérent, dites-moi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne sais pas si j'essaie de répondre à votre question, mais je vous relaisse la parole de façon à ce que vous puissiez préciser. Merci à vous pour ces précisions très cher Medo à Tangna, puisque l'on est en train de célébrer, on va dire, est-ce qu'on peut parler là de consécration de l'État unitaire au Cameroun, puisque l'on a conduit déjà le navire pendant 50 années? Alors, je ne crois pas. Je crois justement que nous sommes en période trouble. C'est-à-dire qu'en fait, le chef d'État est dans son rôle de célébrer. Mais justement, on ne peut pas sacrer, encore moins consacrer cet État qui est encore boiteux. Comme vous voyez, les gens sont en train de dire « Oui, mais le budget de l'État doit se partager. » Le budget, c'est quoi? C'est les impôts. Les gens ne se disent pas « Mais non, on doit pouvoir créer une centrale électrique. Pourquoi ça n'a pas marché depuis le début? » Et remettre en question. On sait d'ailleurs que toutes les sociétés d'État, le système économique ne marche pas. M. Ahidjo avait créé des sociétés d'État à partir de 1971, quand il a pensé qu'il a libéré l'UPC. Toutes ces sociétés d'État sont subsidiées. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ça, on ne se demande pas pourquoi les sociétés d'État? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que la majorité des sociétés au Cameroun, les directeurs généraux sont nommés comme des ministres. Ce ne sont donc pas des investisseurs. Comme quand vous avez votre société, vous voulez des résultats. La société d'État ne marche pas. Je suis sûr que je vous surprends dans mon analyse, hein, je vous dis tout de suite. C'est pas comme ça que vous entendez. Mais bon, moi, je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire semblant. Moi, je ne vais pas rester dans une analyse purement théorique. Ah oui, non, partageons. Il y a un ensemble de personnes, d'accord, il y a un ensemble de personnes qui prennent l'argent de l'État, on les met en prison. On doit donc faire fonctionner l'État de droit. Et ça, c'est une faute de nos juristes. Il n'y a pas d'État sans l'État de droit. L'État de droit ne fonctionne pas au Cameroun. Quand quelqu'un vous met un coup de poing au Cameroun, ben vous oubliez. Au meilleur des cas, vous allez aiguiser votre machette. On a aujourd'hui le problème foncier. Je me souviens, à la dernière présidentielle, j'avais lancé un sondage sur Facebook que j'avais expédié aussi de la présidence du Cameroun pour dire que le problème crucial de ce mandat allait être le foncier. 80% des affaires dans les tribunaux au Cameroun sont des affaires foncières. Tout à fait. 80%. Le pire, c'est que quand vous avez avec une affaire foncière, en même temps, il faut juger dans le même tribunal d'instance un voleur de tomates. On renvoie votre affaire. Mais c'est pas tout. Vous connaissez le nombre de personnes au Cameroun qui sont capables de se payer un avocat? Dites-moi. Alors, comment on résout ces problèmes? Vous êtes donc dans la négation des droits des gens. Comment voulez-vous que les gens se sentent dans un État qui ne les protège plus? Personne n'en parle. Monsieur l'actuel ministre délégué à la justice, monsieur Momo, je lui avais envoyé cette proposition. Il a salué, bravo. Et j'avais proposé d'ailleurs qu'on crée un tribunal foncier spécial. On ne peut plus continuer à juger des affaires foncières qui restent des années, des fortunes des gens. C'est bien le temps que vous avez au Cameroun. Vous attendez le jugement pour pouvoir investir dessus. Parce que quelqu'un qui n'a aucun droit dessus, il a vendu. Et c'est 80%. Ce qui doit faire que le Cameroun se libère en énergie pour que les gens investissent, c'est bloqué. La majorité d'entre nous, nos richesses sont foncières. C'est bloqué. Personne n'en parle. Et les gens me font les débats sur le budget qui doit être mieux partagé. Mais le budget n'est pas là pour qu'on le consomme. Le budget, c'est pour faire les choses publiques. Quand on vient avec l'idée de dire que le budget doit être partagé, ça veut dire qu'on est mal intentionné. On vous donne le budget pour faire la route et vous dites, moi, je dois prendre ma part. Ça veut dire quoi, ces raisonnements qu'on entend ça et là sur les plateaux de télévision? Ah non, non, le problème du Cameroun, c'est l'état de droit. Il faut créer l'état de droit. Et alors, est-ce qu'on a consacré la réunification du Cameroun? Non, on en est loin. Au contraire, on a l'impression que ce qui aurait dû être consacré est en train de boiter. C'est l'impression que j'ai
Parce que vous avez dit vous-même, les replis identitaires depuis l'élection de beaucoup de candidats, excusez-moi certains, on ne voit pas très clairement leur programme. J'ai parlé là en quelques minutes, il y a un programme présidentiel. J'ai parlé là en quelques minutes, mais il y a un programme qui... On voit qu'on peut faire des choses. Mais vous avez vu des candidats à la présidence. Moi, si je vous demande, je prends quelques-uns même au hasard, qu'est-ce qu'ils voulaient faire du Cameroun, vous serez incapable de me le dire. Alors que vous êtes au fait de l'actualité camerounaise. Consacrer l'État unitaire, je pense pas. Je pense qu'on va essayer de passer par une décentralisation qui est déjà opérationnelle. Très bien. On va essayer de voir si cet État décentralisé fonctionne. Mais tant qu'on n'aura pas un État de droit, rien ne va marcher. Et au Cameroun, on doit demander à celui qui va être chef d'État comment faire pour que chaque Camerounais ait accès à la justice. Il n'y a pas d'État sans État de droit. Il n'y a pas un État où on se rend justice à la machette. Ça n'existe pas. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Réfléchir à l'État de droit et l'implémenter réellement. Votre grand-mère au village, ben, on va venir lui dire, vous déguerpissez. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala par rapport aux autochtones? Ils ne savent même pas quelles sont les lois. Après, ils vont voir le chef de village. On n'a pas besoin d'un chef de village. On va se faire respecter la loi. On ne peut pas prendre un avocat parce qu'on n'a pas d'argent. On doit organiser cet État de façon à ce que l'État de droit, parce qu'on a des lois, on a de très jolies lois sur le papier, mais personne, ça ne s'applique à personne. Donc je ne pense pas que cet État a été consacré, l'État unitaire a été consacré. Je pense plutôt qu'il est en train de vaciller et qu'il faudrait une nouvelle dynamique et de nouvelles intelligences pour justement essayer, à défaut de le consacrer, faire une décentralisation parce qu'elle devient inévitable, mais redonner aux Camerounais l'état de droit. Ça n'existera jamais un pays où il n'y a pas de loi. Ça n'existe pas. Alors, tout à l'heure, vous avez d'ailleurs exprimé votre inquiétude quant au fait que vous avez du moins eu quelques interrogations sur la mise en application de la décentralisation au Cameroun. Est-ce qu'elle est une réalité? Eh bien, pour nous qui sommes, vous l'avez d'ailleurs dit, au fait de l'actualité, on a véritablement l'impression, me doit en a que c'est une, passez-moi l'expression, une véritable cacophonie. On a l'impression que entre appréhension, conception, matérialisation, application même de cette affaire-là, ça va pratiquement dans tous les sens. Pourtant, inscrite à la Constitution, si mes souvenirs sont exacts, du 2 juin 72, qui devrait en principe préparer désormais les administrateurs de ce pays à la gestion de à l'application de ce nouveau mode de gouvernance ou alors de gouvernement qui permet d'octroyer un certain nombre, de conférer un certain nombre de compétences, mais surtout qui définit un véritable cadre juridique pour les communautés, pour les collectivités, voilà, les collectivités territoriales décentralisées, comme on aime bien le dire. Mais ça reste encore un véritable flou. Est-ce qu'il faudra donner du temps à côté de cet état de droit-là, que l'on ait véritablement une mise en musique de cette décentralisation tout azimut? À 60 ans après les indépendances, des générations de Camerounais ont été sacrifiées. On parle de donner du temps. Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Que des ministres nous donnent leur cahier de charges. Qu'on nous dise pourquoi ils sont ministres. Quels sont leurs bilans. Je veux dire, je ne comprends pas ça. Je veux dire que s'il y a des choses à faire, s'il y a des textes de loi, ça ne peut pas prendre quand même 1 an, 2 ans. Combien de temps il faudra? Combien de temps? Je veux dire, là, moi je fais partie de la génération des sacrifiés de ce pays parce qu'il y a eu une première génération qui se sont accapés de tous les causes. Tous ceux qui sont venus après, ils ont du mal. Et vous le savez qu'il y a parfois au Cameroun, avec une licence, on peut se retrouver en train de conduire en train d'être ben skin. C'est pour dire qu'en fait, ce qui aurait dû être le travail de développement n'a pas été fait. Les Camerounais ont la mentalité de chercher la mangeoire. Or, un Cameroun se développe. C'est comme une société, un État. Vous cherchez les parts de marché, vous développez, vous produisez.
Mais personne ne parle de production au Cameroun. Personne, c'est peut-être ma déviation d'ingénieur, chef de projet, qui fait quand je regarde un projet, je veux qu'il soit réalisé. Et je regarde où il s'en va. Je regarde ce qu'on veut faire. Expliquez-moi parfois, certains ministres, on a envie de leur dire, au fait, pourquoi vous êtes là? Je ne sais pas si est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de demander à un ministre, pourquoi vous êtes là? À un directeur général de société, pourquoi vous êtes là? Les 70 sociétés qui avaient été créées par Aegio sont majoritairement, on les a gardées pour ne pas virer les gens. Elles sont déficitaires, elles sont subsidiées. C'est-à-dire qu'on paye pour que la société fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Quand on a créé Kamsuko. Kamsuko, je ne sais pas si vous savez, Sosukam existait déjà. Quand le paquet de sucre de Kamsuko arrive, il coûte beaucoup plus cher qu'un paquet de sucre fait en France qui a payé les frais de voyage et de dédouanement. C'est-à-dire que le sucre qui sort de Kamsuko, vendu au Cameroun, beaucoup plus cher que le sucre qui sort de France. Et c'était à l'époque la société Grand Moulin de France qui fabriquait le sucre en France et qui avait d'ailleurs été mandaté pour piloter Kamsuko. Vous croyez que ça s'est arrêté à Kamsuko? Vous pouvez regarder Sodeblé. Vous pouvez regarder Semri. Le plus loufoque, c'est la Sonara. Nous avons du pétrole, nous implémentons une raffinerie, et personne ne se dit que la raffinerie là doit aussi produire le goudron, parce que le goudron, pour bitumer les routes, est un produit pétrolier. Personne ne pense à installer une unité pour produire le goudron. Et on importe le goudron. Est-ce qu'on demande souvent aux gens qui ont été à la tête de ces sociétés, c'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça la question que je me pose. Alors, d'accord, est-ce qu'il faut donner le temps à la décentralisation? Oui, mais j'ai l'impression que il faut plutôt faut donner le temps à ce que certaines personnes sachent au moins pourquoi elles sont là. Parce que vous pouvez donner le temps que vous voulez, 60 ans après l'indépendance, on a vu, il n'y a rien. Le phénomène est le même. Les systèmes sont les mêmes sociétés sont subsidiées, sont subsidiées. Toutes les sociétés qui faisaient du bénéfice à l'époque des colons, qui marchaient, aujourd'hui, elles ne font plus de bénéfices. Parce que nous réfléchissons tous de la même façon. Nous pensons qu'on doit aller là pour prendre notre part. Et tant que nous allons continuer à penser comme ça, je pense que ça ne marchera pas. Donc, pour répondre à la question, quand vous me dites, est-ce qu'il faut donner le temps? Moi, je dis qu'il faut leur donner des feuilles de route. Voilà, il faut essayer de ne plus nommer des gens que pour des raisons politiques. Il faut aussi leur demander des résultats. Donc, leur donner du temps, c'est bien. Demandons-leur un tout petit peu de résultats. Je crois que c'est ça déjà pas mal. Voilà. Très cher ami, une dizaine pour sortir de ce programme et on était notamment en train de tenter de parcourir et de contourner notamment cet état de choses puisque 50 ans après, on a quasiment l'impression, Medou, que les interrogations demeurent peut-être pas sur la forme de l'État, mais comme on l'a d'ailleurs su évoquer tout à l'heure sur ces méthodes de gouvernance, mais également sur la mise en musique d'un certain nombre de choses du côté du Cameroun. Et je voudrais peut-être, avant que nous sortions, que nous restons davantage pour tenter de saluer, puisque vous êtes expert en sécurité militaire, et tenter de saluer la prééminence, mais surtout la vision du chef de l'État Paul Biya, puisque ce défilé militaire que l'on a vu aujourd'hui, même si c'est l'un des défilés les plus brefs de l'histoire de cette affaire-là, pour des conditions, pour on va dire des conditions sanitaires telles qu'on l'a d'ailleurs évoqué du côté du palais de l'unité. Il y a que cette armée a su rester à côté de tout ce que l'on peut dire. Elle a su rester loyale au peuple camerounais, aux institutions de l'État, mais surtout
à ceux qui les incarnent. Je crois que c'est quand même l'une des armées sur qui il faille aujourd'hui apporter une véritable motion de soutien au vu de son professionnalisme sur les différents terrains d'opération, que ce soit sur le plan interne, sous-régional également. Oui, il y a eu une petite coupure de liaison dont j'ai pas entendu déjà au début de votre question, je m'en excuse. Est-ce que vous pouvez la rassembler en plus court, s'il vous plaît? D'accord. En tout cas, je voudrais, pour les 10 prochaines minutes, tenter de centrer un tout petit peu nos échanges autour de l'armée camerounaise. C'est vrai que l'on a eu, je l'ai dit tout à l'heure, un défilé des plus rapides, sinon les plus brefs de l'histoire de cette affaire-là. Mais après, quand on regarde, quand on tente de revisiter un tout petit peu l'histoire de cette armée, on comprend véritablement qu'elle repose sur un certain nombre de triptyques, notamment sa loyauté envers le peuple camerounais. On la voit sur les différents théâtres d'opération, sa loyauté envers les institutions de ce pays. On a quand même l'un des rares pays qui connaît une certaine stabilité militaire, pas de coup d'État jusqu'ici, du moins après 82 jusqu'à aujourd'hui. La loyauté envers les institutions, je le dis, mais surtout envers ceux qui les incarnent au premier chef, le président Paul Biya, mais également sa compétence sur les différents terrains d'opération, que ce soit sur le plan local, mais également sous-régional. Est-ce qu'on peut au regard de tout cela, tirer une véritable motion de soutien aujourd'hui à cette armée, car vous qui êtes un expert en sécurité militaire? Oui, d'abord, je vais commencer par dire, une émission comme celle-ci, je vous assure, ça nous prend 1 an, à 2 heures par jour. Je vous dis parce que c'est vraiment un sujet sensible du Cameroun. Nous y sommes. Et on fait toujours l'erreur de vouloir faire avancer un pays sans que les préalables ne soient ni pensés, ni discutés, ni compris. Et là, nous sommes à la célébration du 50e, alors que j'ai entendu quelqu'un dire sur un plateau de télévision, oui, les gens ne comprennent même pas à quoi ça renvoie. Combien de personnes savent à quoi ça renvoie le 1er janvier 1960? Est-ce que vous ne trouvez pas assez anormal qu'on ait placé la fête de l'indépendance le 1er janvier, le 31 décembre à Saint-Sylvestre, le 1er janvier, férié? Nous confondons alors notre fête des indépendances aux fêtes de fin d'année. Vous ne savez pas que ça n'a pas été fait au hasard. C'était pour qu'on oublie les indépendances et les combats y afférents. Ah bah oui! Et vous savez, je suis sûr que c'est la première fois que vous entendez cette remarque. Je vais aller beaucoup plus loin pour vous rassurer. Même le 24 décembre, les Occidentaux ont choisi ça comme Noël parce qu'ils voulaient que les Occidentaux, les gueux à l'époque, le tiers-monde à l'époque, on appelle le tiers-État, parce que ils nous appellent tiers-monde, mais chez eux, ils avaient déjà le tiers-État, oublient les fêtes païennes. Ah bah oui, ça c'est une toute petite parenthèse. Même le 1er janvier, le jour de notre indépendance, il a été pensé et mis le 1er décembre pour qu'on ne pense pas à notre indépendance. Nous sommes donc à la fête de l'unité du 5 ans. Je vais maintenant revenir et parler de l'armée. On a la chance. Ce que le chef de l'État a fait de brillant, vraiment de brillant, c'est pouvoir donner au Cameroun l'armée que nous avons. Parce que c'est le travail du chef de l'État. C'est parce que c'est lui qui a su orienter l'armée. Je vous rappelle en passant que en Afrique subsaharienne, nous avons certainement la meilleure armée, peut-être même la meilleure armée d'Afrique. Toujours fidèle à lui-même, il faut constater comment de façon très discrète, nous avons eu une armée qui a empêché la Séléka à l'est du Cameroun de prendre 1 centimètre. Et Boko Haram au nord. Le front du Nozo, ce n'est pas la même chose, parce que là, on n'avait pas affaire à une armée extérieure qui agresse le Cameroun. Cette armée a été modernisée en collaboration avec des Israéliens. J'ai d'ailleurs personnellement travaillé avec Israeli Aircraft Industry, ELTA, en matière d'électronique militaire, on va dire ça. Donc franchement, c'est la réussite du chef de l'État. Parce qu'il avait compris que sa première mission, sa mission régalienne,
est d'assurer la sécurité des frontières du Cameroun. Et il a su esquiver des choses comme l'UFOC, comme les contrats qu'on avait avec la France pour être défendus. Si on avait attendu la France pour nous défendre contre Boko Haram, le Cameroun serait à feu et à sang. Donc il faut saluer l'œuvre du chef de l'État. Il a réussi, mais alors avec brio dans ce monde-là. Et il s'est rapproché des Israéliens qui sont alors en matière d'électronique militaire. Je travaille avec eux, je sais de quoi je parle. Là, dans ce monde-là, c'est vraiment les meilleurs. Et cette armée a su rester fidèle. Et là, je ne sais pas comment il a pu faire. Là, c'est plus politique. Je suis plutôt technique. Et là, du point de vue politique, vous avez parfaitement raison. Pas de coup d'État. L'armée a su rester fidèle à ses engagements. D'ailleurs, le rôle de l'armée n'est pas de faire des coups d'État. Le rôle de l'armée est de défendre les frontières du Cameroun. Là, notre armée, vraiment, bravo. Que ce soit du point de vue technique de l'organisation, même si j'aurais fait autre chose, évidemment, j'aurais fait du point de vue technique. Enfin bref, chacun fait comme il veut, mais chapeau, bravo au chef de l'État, bravo à notre armée. Bravo pour la discrétion que le chef d'État a eue. Bravo. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails parce qu'en fait, il a quand même profité de situations géopolitiques où il en a profité pour moderniser notre armée. Je vous rappelle en passant qu'en République centrafricaine, l'armée s'entraînait avec des bâtons pour simuler des fusils. Rien à voir avec les équipements de notre armée. Je vous dis rien à voir. C'est un autre monde. Donc voilà. Donc je salue avec vous et avec vous notre armée, qui est une armée républicaine, qui est une armée bien équipée. Et même s'il y a eu quelques ministres de la Défense pas très corrects, donc on ne va pas en revenir, c'est pas le sujet du débat. Mais notre armée est une armée républicaine et elle a su rester loyale. Moi, je salue ça parce que bon, vous allez me dire, il y a des cas où l'armée fait du bon boulot. Nous avons vu comme le Mali, c'est pas le débat non plus. Sinon, on risque d'ouvrir un autre débat. Voilà. Après nous, Medo Atangna, une grosse édition dédiée à l'armée camerounaise. Céleste Capen sera d'ailleurs aux commandes de ce magnifique programme que je vous invite d'ailleurs à suivre à partir de 19h GMT sur nos antennes 20h heure de Malabo pour tout savoir autour de cette armée, ses compétences, on va dire son armement, mais surtout son opération sur le terrain et même au-delà. Allez, merci infiniment à vous, Medou, pour sortir en une minute, si c'est possible, très cher ami. Je rappelle, vous êtes expert en sécurité militaire. Que doit-on retenir de cette actualité camerounaise? Oui, disons plutôt que le chef d'État est dans son rôle régalien de maintenir la sécurité de l'État. Il le fait bien, c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés pour essayer de faire. Mais il y a un aspect politique, il y a un aspect des intellectuels qui ne travaillent pas assez pour faire comprendre aux gens l'intérêt d'un État-nation. Et il y a les politiciens doivent le faire, les intellectuels doivent le faire. Ils vont et le chef d'État se retrouve seul. Et il n'y a pas un vrai pour expliquer aux gens. J'avais discuté avec quelqu'un à propos de cette actualité où je lui avais dit, mais si on n'avait pas un État-nation, on n'aurait pas une grande armée. D'ailleurs, vous remarquez d'ailleurs que l'armée dont on parle est une armée camerounaise. Si vous la divisez en 10 États, vous voyez à quel point vous allez l'affaiblir. Ça veut dire que l'armée du Sud, alors qu'on attaque Boko Haram, l'armée de l'entité Sud ne va pas aller défendre l'entité Nord. Et si on fait un repli tribal, comment vous... Imaginez un instant ceux qui parlent de repli tribal ou repli fédéralisme basé sur la tribu. Vous voyez, vous êtes, c'est pas à l'est du Cameroun, vous êtes Maka, et puis on vous dit dans votre entité, dans votre État fédéral, on vous dit que l'État fédéral du Nord est attaqué, et vous dites à votre fils qui est officier, allez défendre. Il vous dira c'est l'affaire des officiers nordistes.
Je ne sais pas si on pense à ça. Un pays se pense du point de vue géostratégique. Son positionnement dans le monde, avec ses frontières, avec les autres et ses menaces. Et dès que le pays est menacé, nous sommes individuellement menacés. Donc, je pense que le pays est décentralisé. Il n'y a pas, mais essayons de comprendre que nous sommes tous de souche bantou avant que le colon n'arrive nous expliquer que tel est anglophone, tel autre est francophone. Essayons, si on y arrive. Et moi, personnellement, anglophone, francophone, qu'on garde les deux langues. Pourquoi pas? On ne peut que s'enrichir. Merci infiniment à vous, Richard-Henri Medou-Atangna, depuis donc la Belgique, expert en sécurité militaire. Merci à vous, très cher monsieur, de nous avoir suivis. L'actualité ne s'arrête pas, je vous l'ai dit, à 19h, GMT 20h, heure de Yaoundé. Grosse édition spéciale sur l'armée camerounaise, et davantage vous comprendrez après, et d'ailleurs mieux comprendre le concept État-nation, comme a d'ailleurs évoqué tout à l'heure Medou-Atangna dans le cadre de ce programme spécial, une présentation de Siles Capin qui sera à vos côtés. Quant à moi, je prends encore...